Et oui, on débute l'émission ce soir en parlant du climat économique de Montréal, qui n'est pas des plus reluisants, disons-le ainsi, ces dernières années. Non seulement on a connu tous ces scandales de corruption, collusion, la commission Charbonneau, je vous épargne les détails, mais le développement économique du Grand Montréal a été moins dynamique que celui des 5 autres grandes villes canadiennes au cours des 15 dernières années. C'est pas rien. Et François, d'ailleurs, tu nous as sorti quelques statistiques en lien avec cette situation économique un peu difficile. Oui, Marc-André, parce que si on compare avec ce qui se passe ailleurs au Canada, les chiffres sont assez éloquents. La croissance du PIB a été plus faible à Montréal, 37 contre 59 pour la moyenne des grandes villes canadiennes. Et le chômage également est plus élevé. Depuis 15 ans, il oscille autour de 8,5 pour le Grand Montréal, contre 6,3 ailleurs au Canada. Le revenu disponible des citoyens a progressé, mais plus faiblement qu'ailleurs, soit 51 à Montréal, contre 87 ailleurs au Canada, assez considérable. Enfin, le nombre de sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises canadiennes est passé de 96 à 81 dans la métropole depuis 90, un glissement de 19,2 à 16,2 des parts globales, selon une étude de l'Institut Fraser. Comment inverser cette tendance? C'est une excellente question, François, et on en discute à l'instant avec nos invités. Tout d'abord, nous avons M. Damien Silès, il est directeur général du quartier de l'innovation à Montréal. M. Silès, bonsoir. Également, Germain Belzile, il est économiste et également auteur de plusieurs manuels d'économie utilisés dans les universités francophones canadiennes. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Félix-Antoine Jolicoeur, qui est chef de projet pour l'événement Je vois Montréal. C'est un événement qui s'en vient à très grands pas. On commence à voir là d'ailleurs des publicités dans le métro de Montréal, un événement qui a pour but justement de relancer la métropole. Monsieur Jolicoeur, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous parce que, je vais être honnête, la table ronde de ce soir, c'est un peu inspiré de l'événement Je vois Montréal. Vous voulez redynamiser. C'est quoi exactement l'événement? En février dernier, il y a un rapport publié par Jacques Ménard de la BMO et la firme internationale BCG sur la relance de la métropole. Le rapport, essentiellement, comparait Montréal à des villes similaires dans le monde, similaires par leur taille, et surtout similaires parce qu'elles aussi avaient connu des périodes économiques un peu plus déprimantes. On essayait de comprendre quelle était la recette pour redynamiser la ville. Et une des recettes, c'est de mobiliser les leaders de la communauté pour qu'ils mettent l'épaule à la roue. Donc, Je vois Montréal, c'est né de ce rapport-là avec la collaboration de la Chambre de commerce Montréal métropolitain. Je vois Montréal est né et maintenant, c'est porté par des centaines de leaders montréalais qui décident de mettre l'épaule à la roue. Essentiellement, ils veulent contribuer à la relance en proposant des projets et à s'engager à réaliser des projets. Donc, des gens d'affaires, des organismes. Alors, c'est vraiment pas une liste d'épicerie qu'on va remettre après cet événement-là au gouvernement en disant, bien, voici ce que vous devez faire. C'est vraiment des projets concrets qu'on va proposer. Dans sa plus simple expression, on réalise ce que Kennedy a dit. On dit aux personnes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Montréal, pas qu'est-ce que Montréal peut faire pour vous. Et c'est intéressant, en fait, parce que, justement, ce sont les gens d'affaires, les organismes qui vont s'impliquer. Et on a entendu récemment, d'ailleurs, il y a la presse qui avait fait un dossier là-dessus il n'y a pas très, très longtemps. On disait, les gens d'affaires de Montréal ne s'impliquent pas assez, du moins ces dernières années, dans la relance de Montréal, comparativement à Toronto, par exemple. Je ne sais pas, vous, M. Belzile, étiez-vous d'accord avec cet argument-là? Est-ce que les gens de Montréal ne se sont pas assez impliqués ces dernières années dans leur propre ville? Écoutez, c'est possible, mais je pense qu'on avait des problèmes plus fondamentaux aussi. Un environnement réglementaire et fiscal difficile à Montréal. Malheureusement, il y a un mouvement à l'échelle de l'Amérique du Nord de déplacement vers l'ouest de l'activité économique. Et puis, ça nous nuit aussi. Mais je pense qu'on doit retourner aux choses fondamentales pour améliorer, en fait, pour faire en sorte que les entreprises ont le goût de venir s'installer à Montréal versus d'autres endroits. Et puis, actuellement, quand on compare Montréal à d'autres endroits, mais c'est pas toujours reluisant. Et quand on dit les choses fondamentales, évidemment, il y a le contexte, le climat pour attirer des investisseurs. Et je pense qu'on en a un bon exemple autour de la table avec le quartier de l'innovation, qui est pas, c'est pas politique. Je pense que c'est important de le mentionner. Là, on a le quartier de la santé qui est très, très politique à Montréal. Ce sont des chefs d'entreprise. Le quartier des spectacles aussi, indirectement. Dans le cas du quartier de l'innovation, il n'y a pas de ficelle politique derrière ça. Non, c'est l'Université McGill et l'ETS qui, il y a 2 ans, ont décidé d'à partir d'un écosystème qui existait, de créer un quartier d'innovation. Ce n'est pas une nouveauté, ça existe dans les grandes villes, Barcelone, Berlin, le plus connu est la Silicon Valley en Californie, et d'utiliser ce savoir-faire et ce côté positif qu'il y a à Montréal, parce que c'est certain qu'on peut toujours se comparer à bien pire, qu'on peut toujours voir le verre à moitié vide à la place d'être à moitié plein, et donc l'idée d'utiliser une des forces majeures de Montréal,
qui est la première ville au Canada avec autant d'étudiants, 220 000, et de voir ensemble comment on peut travailler dans un écosystème et qu'on puisse surtout être capable de stimuler l'audace, de rassembler la créativité et d'être capable, pour finir, d'accompagner les talents. Ben, je vous laisse poursuivre parce que d'ailleurs, est-ce qu'on a le fameux bras? Vous avez amené un exemple de ce qu'on fait dans le quartier d'innovation, un exemple très, très concret. C'est quoi exactement ça? C'est trois jeunes, trois étudiants de l'ETS qui ont décidé après les études de faire des prototypes de robots et des petits robots comme celui-ci pour être capables de travailler dans des écoles secondaires et pour lieu d'avoir de grosses installations qui coûtent une fortune, ils ont mis en place Mécadémique, pour les citer, de robots. Ça, c'est le deuxième modèle. Et ils travaillent actuellement dans le quartier d'innovation et ils ont leur bureau dans un incubateur qui s'appelle Centec. On a deux incubateurs, des accompagnateurs d'entreprises. Et depuis 1 an et demi, ils ont mis en place ce procédé, ils commencent à commercialiser, on les accompagne pour leur donner des idées, pour leur trouver du financement et de voir de quelle manière on peut garder les talents à Montréal. Ben voilà, écoutez, c'est fun de voir un exemple concret. Quand on ouvre le journal, vous voyez, ça c'est un exemple positif, mais quand on ouvre le journal, on écoute un bulletin télévisé, on a l'impression que Montréal est en train de s'écrouler. Les pertes d'emplois, les statistiques que François nous donnait au départ. Est-ce que le climat économique est si morose que ça à Montréal? C'est quoi la réalité, là? Moi, j'ai l'impression que cette impression-là, elle est en retard sur la réalité. Nous, on parle à des centaines de personnes, oui, des gens d'affaires, mais surtout des gens de tout le monde, des tables de quartier, le secteur social, culturel, environnemental. Actuellement, il y a un nouveau souffle à Montréal. Pas seulement un nouveau souffle politique, les Montréalais sont optimistes et regardent l'avenir avec beaucoup de positivisme. Quels sont les secteurs d'activité, disons, qui sont peut-être les plus effervescents actuellement, là, pour parler concrètement? Par exemple, tout ce qu'on fait à la frontière entre l'entreprise privée, la créativité, c'est totalement exceptionnel à Montréal. Le bras canadien qui vient de montrer, Damien et... Le bras montréalais. Attention, là. Oui, mais cela dit, le bras canadien a quand même été fait dans le Grand Montréal. Mais c'est toute lorsqu'on visite, il y a des exemples très connus comme le Cirque du Soleil, comme Moment Factory, mais il y a des exemples qui sont peu connus. Et c'est ça une des principales forces de Montréal, c'est le secteur de l'innovation. Monsieur Belzile? Écoutez, il y a plein de secteurs qui sont en général des secteurs qui ne sont pas très politisés, dans lesquels il y a beaucoup d'effervescence et qui vont très, très bien. Ce qui est important, c'est justement de ne pas avoir le gouvernement qui entre avec ses grands sabots et qui choisit des gagnants, qui choisit des secteurs gagnants. Et alors qu'ici, quand on parle d'incubateurs, on parle plutôt d'universités qui sont en contact avec des entrepreneurs, avec des étudiants et qui développent des idées. Et puis en fonction des idées qu'ils ont, des opportunités qu'ils voient, essaient de les mettre en application. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut faire. Je ferai un commentaire. Avant de les attirer, il faut savoir les garder. Et ça, c'est primordial. Je reviens toujours sur ce que je vous disais, 220 000 étudiants à Montréal, la première ville au Canada. On a une effervescence extraordinaire. Et quand on parlait de création d'entreprises, actuellement, si on a connu au XXIe siècle la révolution industrielle, on a la révolution numérique et révolution de l'information actuellement. Et il y a une multitude d'incubateurs avec des start-up, des nouvelles compagnies qui travaillent sur des applications. On a vu la ville qui, il y a quelques semaines, a créé un concours pour le déneigement, pour créer une application pour le déneigement. Et l'idée est de voir comment on peut créer, avec cet exemple, un momentum pour les rassembler, pour les garder et pour développer ces produits. Et ça a coûté quelque chose comme 25 000 $. À la place de plusieurs centaines de milliers de dollars. D'ailleurs, je vous ai déjà entendu dire dans le passé que souvent, dans les grands projets économiques, la génération Y a été oubliée carrément. Et je pense que ça va vous interpeller que je lance avec Je vois Montréal. Pourquoi exactement? Parce que la qualité de vie est un élément très important pour ces personnes. À une certaine époque, quand on achetait une voiture, on allait voir le concessionnaire, on touchait la voiture, le cuir. Maintenant, vous allez sur Internet, vous choisissez votre concessionnaire, il n'y a plus de fidélité. Et par contre, il y a une fidélité à la ville, à la qualité de vie, à la culture, au développement social, à la possibilité de faire du sport, à la sécurité. Et c'est un atout
On parle d'économie, certes, et d'ailleurs Maggie l'a mis en place un indice du bonheur. C'est pas pour rien. C'est que dans les villes du monde, l'indice du bonheur est très important. Parce que là, c'est rendu ça aussi. La compétitivité est tellement importante entre les villes scandinaves, les villes américaines et autres que la qualité de vie, ça devient l'argument de vente pour attirer des étudiants, des jeunes familles, des jeunes investisseurs. Absolument. Et d'ailleurs, à Joie-Montréal, cette question-là est au centre de nos préoccupations et on essaie de mesurer le progrès économique de Montréal, mais de le faire de manière très moderne. Donc, ce qu'on fait, puis on le fait dès samedi prochain au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on demande à une vingtaine de citoyens de venir entendre des experts qui vont s'exprimer sur quels sont les éléments qu'on doit tenir en compte pour mesurer le progrès économique de Montréal. Évidemment, il y a les notions très classiques et nécessaires comme le taux d'emploi, le PIB, mais le bonheur, la sécurité alimentaire sont aussi des éléments de base fondamentaux à inclure dans le calcul. Et comment les inclure? Bon, vous parlez d'étudiants génération Y, je vois ça un peu dans le même lot. Comment les retenir, justement, ces étudiants-là? La qualité de vie à Montréal est un facteur extrêmement important, il n'y a aucun doute. On a des bons restaurants, on a une vie culturelle, on a plein de choses qu'on ne trouve pas dans bien des villes nord-américaines, mais il ne faut pas éteindre le goût de venir ou de rester avec un environnement réglementaire et surtout une fiscalité confiscatoire. Et puis, parce que, vous savez, moi j'enseigne et puis, on a beaucoup d'étudiants qui, au cours des années, nous disent qu'ils veulent rester à Montréal. Mais beaucoup partent, entre autres, parce qu'ils se font offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas refuser ailleurs. Parce qu'au niveau fiscal, ils paient beaucoup moins d'impôts. Et puis, les salaires sont plus élevés à l'extérieur aussi. Alors, on se bat un peu contre ça aussi. Ouais, alors, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, là. Maintenant, la qualité de vie, il n'y a aucun doute que c'est un facteur qui va nous aider à retenir des gens. Et puis aussi, on est une sorte d'interface entre l'Europe et l'Amérique du Nord. On a une main-d'œuvre qui est largement bilingue ici. On a beaucoup d'Européens à Montréal maintenant. Et puis, ceux-là peuvent nous aider à faire justement l'interface avec l'Europe. Et ça, c'est une richesse qu'on n'a pas ailleurs en Amérique du Nord en général. On va poursuivre en parlant à parce qu'on a posé la question justement à ceux qui nous suivent sur Twitter, Facebook. D'ailleurs, on vous invite à joindre notre Twitter, notre Facebook à mise à jour. On leur a posé la question justement comment relancer Montréal, votre avis. Et j'aimerais ça donc, François a trouvé quelques commentaires intéressants. On pourrait peut-être relancer la discussion justement avec ça. Oui, plusieurs suggestions, Marc-André, de nos auditeurs. Il y en a qui parlent de ramener le baseball à Montréal, d'autres de valoriser le Vieux-Montréal comme on a fait à Québec, d'électrifier les transports. Mais on a Anthony Di Giorgio qui dit qu'un meilleur accommodement dans la région montréalaise au niveau linguistique et autres réglementations pour les nombreux investisseurs qui sont actuellement réticents. C'est intéressant comme point de vue, Félix-Antoine. Alors, tout l'esprit de Joie-Montréal pourrait se résumer en 2 points. Le premier, c'est qu'on tourne la page sur tous les débats qu'on a eus. On ne nie pas les débats qu'on a eus pendant 15 ans sur la langue, sur les accommodements raisonnables, tout ça. On ne nie pas, mais on dit on change de chapitre. Et là, justement, on travaille à une meilleure entente envers tout le monde. La deuxième chose qui est assez importante, c'est que sans vouloir prendre position, est-ce qu'il y a trop de réglementation, trop de taxes et tout ça, nous, ce qu'on fait à Joie-Montréal, c'est qu'on demande aux leaders de la communauté quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir. Donc, ne vous prenez pas pour le premier ministre, pas parce que ce n'est pas intéressant ou pour le maire de Montréal, mais vous, comme président de banque ou comme présidente de table de quartier, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à la relance de Montréal? Et c'est ça qui est extrêmement excitant, c'est parce que ces personnes-là réalisent qu'ils ont dans leurs mains pas tous les leviers, mais des leviers qui vont faire un impact tangible pour l'amélioration de la qualité de vie et la relance de l'économie montréalaise. J'aimerais revenir. Bon, vous avez parlé des gouvernements avec leur grand sabot tantôt. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous avez tous été très critiques en pré-entrevue avec nos recherchistes envers les stratégies du gouvernement. Monsieur Belzile, vous avez peut-être été le plus sévère. Vous avez dit nos politiciens subventionnent le secteur qui va leur rapporter le plus de votes, pas nécessairement le secteur gagnant. Et vous avez donné un exemple, la Cité du multimédia. Si on fait le calcul, ça n'a pas été très rentable. Je pense que ça vaut la peine de vous entendre un peu là-dessus. En fait, si on arrêtait les subventions aujourd'hui, est-ce que les gens resteraient ou est-ce qu'ils quitteraient? Quand on parle de subventions, ce sont des crédits d'impôt, par exemple, au cinéma, jeux vidéo. Tout à fait. Et puis, je pense que écoutez, la réponse n'est pas définitive. Il faudrait qu'on le laissait pour de voir, là. Mais moi, je suis persuadé que si on arrêtait de donner des avantages fiscaux ou des avantages autres à ce secteur-là, que
il en resterait beaucoup moins une fois qu'on l'aurait fait. De façon générale, c'est pas très difficile pour un gouvernement de favoriser un secteur puis d'attirer des gens dans le secteur. Mais est-ce qu'on est en train de miser sur les bons chevaux? Est-ce qu'on est en train de faire les bons choix? Il y a plein d'histoires d'horreur dans l'histoire du Québec. D'ailleurs, avec Investissement Québec, il y a eu tout un scandale récemment. On a vu que les politiciens donnaient de l'argent à toutes sortes d'entreprises qui finalement n'ont jamais eu les résultats escomptés. On disait même avec le bureau d'enquête de QMI, est-ce qu'on jette l'argent carrément par les fenêtres? Et effectivement, je pense qu'il y a une bonne question à se poser, Damien. Regardez, la compétition, on parle de Montréal et de la relance de Montréal. Et c'est plus les villes sont considérées maintenant d'un point de vue mondial et non plus d'un point de vue ville. À savoir, la compétition est féroce. Et si on regarde par rapport à d'autres villes et à d'autres programmes, je partage tout à fait votre avis. Je prendrai un exemple avec les jeux vidéo. Montréal est devenue la 3e capitale mondiale du jeu vidéo, après Los Angeles et après Tokyo. Et ce sont des milliers de personnes qui travaillent à Montréal et qui ont été aidées par les gouvernements pour s'installer. C'est primordial d'avoir des entreprises comme ça, de les garder. Et si on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue mondial, si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui vont le faire de façon plus agressive. Et une chose qui est intéressante, et on devrait peut-être revoir et être capable de faire des crédits d'impôt peut-être de façon plus sectorielle et moins territoriale, comme ça a été fait. Et vous savez, quand actuellement on parle de coupures et de coupures, tous les jours on entend que ça. Pour mettre un programme en place comme celui-ci, ça prend du temps. Pour être capable d'arriver et d'arrimer des Ubisoft, des Warner à Montréal, c'est pas en 2 jours que vous faites ça. Donc il faut faire très attention avec ces coupures et avec cette problématique. Oui, simplement, j'ai un certain devoir de réserve parce que je vois Montréal doit mettre le terrain de jeu sur lequel les leaders apportent des projets. Donc, je ne me prononcerai pas. D'un point de vue personnel. Non, d'un point de vue personnel, je pense que On sort de la cassette. D'un point de vue personnel, ce que je dis, c'est que c'est facile lorsqu'on est économiste et j'ai même étudié dans des matières comme ça, c'est facile de regarder tout ça, de dire on va essayer des choses. Mais à la fin du jour, ceux qui vont perdre leur job, avec ou sans bonne raison, sont les employés de ces firmes-là, seront pas les professeurs des HEC. Donc, c'est quand même ce qu'il faut réaliser. L'impact tangible de jouer dans ce système-là, c'est des familles québécoises et montréalaises qui vont les subir. Donc, ce que je retiens de la conversation... Oui, en 30 secondes. Ce que je voudrais peut-être juste ajouter ici, c'est que si on est en train de subventionner un secteur qui n'existe que parce qu'il y a des subventions qui demeurent complètement, il faut se demander si ça vaut la peine. C'est la seule chose que j'ai soulevée ici. Mais si on retire, cela dit... Si au départ, on les attire, les entreprises, et qu'elles viennent à cause des subventions ou des crédits, mais qu'ensuite, il se crée une sorte de grappe industrielle. Puis il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles elles peuvent vouloir rester. Il y a une main-d'œuvre qui est formée, qui est abondante, il y a des entreprises qui ont des services, il y a un hub. Bien là, ça, c'est gagnant. Mais si on est obligé de garder les subventions jusqu'à la fin des temps, puis c'est la seule façon de maintenir, bien, il faut se poser la question si c'est une bonne façon d'utiliser les ressources de l'État. Damien Silès, Germain Belzile et Félix-Antoine Jolicoeur, merci beaucoup de votre présence ce soir à l'émission.